Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes à votre émission Au cœur des marchés financiers, une émission hebdomadaire exclusivement consacrée au secteur de la banque, des assurances, de la bourse, du trading, des crypto-monnaies, du forex et de toutes les ramifications des marchés financiers. Au cours de ce numéro, nous aurons les tendances de la semaine enregistrées sur le marché des actions de la BRVM. Ensuite, dans la rubrique décryptage, nous recevrons un expert du courtage en assurance. Puis, nous achèverons l'émission avec la rubrique Crypto Market, où nous verrons les différentes étapes à franchir pour investir dans les crypto-monnaies. Le sommaire étant ainsi dévoilé, allons-y tout de suite avec les tendances de la semaine. Au niveau des tendances de la semaine enregistrées sur le marché des actions de la BRVM, il faut savoir qu'en ce qui concerne les indices principaux, le BRVM Composite a terminé son parcours en affichant une cotation de 196,83 points, soit une hausse hebdomadaire de 0,24%. Le BRVM 30 est passé de 98,52 à 98,68 points, soit une augmentation hebdomadaire de 0,16%. S'agissant du BRVM Prestige, il a clôturé à 100,39 points, soit une régression hebdomadaire de 1,39%. Et en ce qui concerne le BRVM principal, il est passé de 93,51 à 94,26 points, soit une amélioration hebdomadaire de 0,80%. On enchaîne tout de suite avec les indices sectoriels. Il faut savoir que le BRVM Industrie a progressé de 1,43%. Le BRVM Service Public a augmenté sa valeur de 0,28%. Le BRVM Finance a observé un repli hebdomadaire de 0,22%. Le BRVM Transport a bondi de 4,56%. Le BRVM Agriculture a chuté de 1,34%. Le BRVM Distribution s'est amélioré de 2,02% et le BRVM Haute Secteur a dégringolé de 17,54%. On aborde à présent les trois plus importantes hausses enregistrées sur le marché des actions de la BRVM. Et à ce niveau, il faut retenir que le titre Uniwax Côte d'Ivoire a terminé son parcours dans la zone des 825 francs CFA, soit une hausse hebdomadaire de 22,22%. Le titre Servais Abidjan Côte d'Ivoire est passé de 1195 à 1305 francs CFA, soit une progression hebdomadaire de 9,21%. La valeur BOA Bénin a clôturé à 5 950 francs CFA, ce qui représente une amélioration hebdomadaire de 5,40%. On enchaîne tout de suite avec les trois plus importantes baisses enregistrées sur le marché des actions de la BRVM. Et à ce niveau, on note que le titre CETAO Côte d'Ivoire a terminé son parcours en affichant une cotation de 940 francs CFA, soit une régression hebdomadaire de 17,54%. La valeur BOA Sénégal est passée de 2700 à 2250 francs CFA, soit une chute hebdomadaire de 16,67%. Et on termine avec le titre BOA Niger qui a terminé à 5 250 francs CFA, soit un repli hebdomadaire de 10,64%. Après donc ces performances hebdomadaires de la BRVM, plongeons maintenant dans le secteur des assurances avec la rubrique décryptage. Pour la rubrique décryptage, c'est un honneur pour nous de recevoir en ce jour M. Inzi Herman. Il est directeur général de la société de courtage en assurance Optimus. Bonjour M. Inzi. Bonjour M. Lo. Comment allez-vous? Très bien, merci pour l'invitation. Merci aussi pour votre disponibilité. Avec vous, donc, nous allons traiter la thématique suivante, comprendre l'activité de courtage en assurance. Alors, M. Nzi, que devons-nous comprendre
par la notion de courtage en assurance. Ça, c'est le premier volet. Le second volet, si vous permettez, M. Nzi, quelle est la différence entre une société de courtage en assurance et une compagnie d'assurance? Merci, M. Lo. Il faut comprendre simplement qu'une société de courtage en assurance est un intermédiaire spécialisé dans les assurances, au même titre qu'un intermédiaire en bourse ou en agriculture. Il permet la facilitation de la distribution des produits d'assurance auprès des assureurs, des consommateurs. Il est agréé et peut travailler avec plusieurs compagnies d'assurance, sous le contrôle donc, du code des assurances. D'accord. Mais quelle est la nuance entre une société de courtage et une compagnie d'assurance? Alors, il n'y a pas de nuance. Par exemple, quand vous dites banquier, oui, vous avez plusieurs types de banques en fait dans le secteur. C'est pareil au niveau des assurances. Vous avez au niveau du secteur des assurances plusieurs acteurs. Vous avez des compagnies d'assurance, IRD, non-vie et les réassureurs. Et vous avez à côté des courtiers en assurance. Vous avez des agents en assurance. Vous avez des prestataires en assurance. Donc c'est tout un ensemble qui fait l'écosystème. Mais on dit généralement par habitude assureur. Sinon, un courtier en assurance est un intermédiaire agréé par l'État pour pouvoir distribuer, commercialiser des offres d'assurance auprès de la population des consommateurs. Alors, cela veut dire que un consommateur, enfin, la personne qui est intéressée par les produits d'assurance peut passer par une société de courtage en assurance pour souscrire à un produit d'assurance. Bien entendu. Mais quel est l'intérêt pour moi, consommateur lambda, de recourir au service d'une compagnie, enfin d'une société de courtage en assurance? Bien entendu, c'est au choix. Vous avez la possibilité d'aller directement au guichet des compagnies d'assurance pour souscrire votre assurance, mais vous avez également la possibilité de passer par un intermédiaire qui est un professionnel, généralement avec une expérience, d'expertise en la matière, pour vous accompagner sur le choix de vos couvertures d'assurance en termes de coûts et de garantie, mais également de s'occuper de l'accompagnement en cas pour la souscription, pour la gestion et pour les sinistres et pour les renouvellements et autres. Donc c'est au choix. D'accord. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation, mais c'est conseillé. Pourquoi? Parce que le secteur des assurances, c'est un secteur quand même un peu technique. Pour les citoyens lambda, même pour ceux qui ont été à l'école ou pour ceux qui ont des autres études, ce n'est pas forcément évident de comprendre donc, les conditions, les particularités, les spécificités des assurances. Donc nous intervenons comme des avocats, en fait, des experts comptable pour faciliter en fait, la compréhension et l'accompagnement au niveau des achats des assurances, que ce soit en assurance vie ou en assurance non-vie, auto, santé et autres. Alors quels sont enfin, si vous devez citer deux avantages principaux pour celui qui accepte de passer par une société de courtage en assurance, qu'est-ce qu'il gagne fondamentalement? Deux avantages. Dans un premier temps, le conseil. Le conseil pour choisir le meilleur rapport qualité-prix. Deuxièmement, l'accompagnement. D'accord. Alors, comment est-ce que vous vous rémunérez en tant que courtier en assurance? En tant que courtier en assurance, nous sommes rémunérés par commission. Quand vous souscrivez, donc M. Lo souscrit un contrat d'assurance à travers notre structure, par exemple, nous recevons donc des commissions légales en fait, qui nous permettent donc de faire tourner notre activité. Est-ce que cela ne revient pas cher finalement pour le consommateur? Pas du tout, pas du tout. Nous, par exemple, nous avons la possibilité de travailler avec plusieurs assureurs, une dizaine d'assureurs sur le marché. Donc, on vous fait des propositions. Au moment où vous venez nous solliciter, pour vous dire, chez compagnie A, vous êtes à 100 francs, chez compagnie B à 110 francs, chez compagnie C à 130 francs. Et on regarde forcément le tarif qui est proposé. On va chercher à voir si M. Lo, par exemple, en souscrivant chez nous, mais cette compagnie-là, a la meilleure offre en termes de garantie en cas de sinistre et en termes de prix également. Donc c'est sur la base de rémunération, sur les commissions que nous exerçons notre activité. Alors pour l'entrepreneur qui veut investir, enfin qui veut créer une société de courtage en assurance, est-ce qu'il y a une procédure spéciale qui est exigée? Bien entendu, c'est un secteur quand même ouvert, mais en même temps réglementé. Très réglementé parce qu'il y a un code des assurances qui couvre en fait les États de la zone CIMA dans 14 pays. Donc il fait que pour être courtier en assurance, il faut d'abord justifier d'un diplôme supérieur, soit en assurance, d'une expérience ou équivalent, ou assurance ou équivalent,
d'une expérience professionnelle de minimum 2 ans, mais également de pouvoir justifier que moralement ou sur le plan juridique, ils n'avaient pas de condamnation ou de peine et tout ça. Mais également créer une société d'abord enregistrée au registre des commerces en fait, de l'État de Côte d'Ivoire, et après vous entamez la procédure. Donc on vous demandez des garanties financières, notamment la caution, les garanties. La caution est de combien en Côte d'Ivoire, par exemple? 10 millions de francs CFA en Côte d'Ivoire. Et également des assurances avec un plan d'activité que vous allez présenter au niveau du comité, donc de la direction des assurances, qui est la tutelle qui se charge de la délivrance, de l'étude d'abord, du profil, des diplômes pour certifier, avant qu'un arrêté ministériel soit validé et qui vous donne l'autorisation de pouvoir aller donc négocier des partenariats avec la compagnie d'assurance qui vous permet de vous implanter. D'accord. Toutefois, certains métiers sont incompatibles par rapport à cette profession, notamment des métiers dans le bâtiment, des métiers dans l'expertise comptable, l'architecte, pour éviter des conflits d'intérêts. Donc c'est réglementé. D'accord. Alors, M. Nzi, on constate malheureusement que le taux de pénétration au niveau du secteur de l'assurance, précisément au niveau de l'espace UEMOA, il reste tout de même bas depuis des années. En Côte d'Ivoire, par exemple, il tourne autour de 2% depuis plusieurs années. Qu'est-ce qui peut expliquer cela, selon vous? Je dirais qu'il y a 3 éléments. D'abord, la culture du risque dans nos pays africains, particulièrement en Côte d'Ivoire, parce que, bon, très souvent, on se dit que Dieu nous protège, donc il n'y a pas de problème, je n'aurai pas de sinistre. Sachant que chaque année, il y a des milliers de sinistres en Côte d'Ivoire, de plusieurs incendies. Deuxième chose, au niveau de l'expérience client, depuis plusieurs années, sincèrement, je reconnais qu'il y a eu des problèmes au niveau des compagnies d'assurance, au niveau des assurés et au niveau des ayants droit. Quand vous avez un papa, par exemple, qui est en train de partir à Yamoussoukro, à Boaké ou à Daoko, à Dimoko, qui perd la vie et qui n'a pas forcément l'indemnisation qu'il faut. Vous, en tant qu'enfant, par exemple, quand vous grandissez, vous dites, les assurances, ce n'est pas la peine. Évidemment. Alors que c'est nécessaire. Troisième chose, c'est qu'au niveau de la promotion, malheureusement, avec tout ça, le secteur des assurances, comme je le dis tantôt, vu que c'est un secteur qui touche directement à la personne physique, quand quelqu'un est malade, il va à l'hôpital, il n'arrive pas à se soigner, automatiquement on dit les assureurs. D'un sinistre, son pied est coupé, son pied est cassé, il y a quoi au sinistré, il a un problème, automatiquement ça marque et c'est à vie. Donc ça fait partie c'est un secteur le plus mal classé en termes de rapport en termes de contact client, ce qui fait que ça n'arrange pas forcément le secteur. Mais également, un dernier niveau, c'est qu'au niveau de la réglementation. Par exemple, aujourd'hui, on vous dit, vous payez cash votre assurance auto ou autre, mais quand il y a une indemnisation à faire, ça met un peu plus de temps, donc ça crée des désagréments au niveau des consommateurs, malheureusement. Mais le secteur, quand même, est en train de s'organiser, réfléchir et organiser de sorte à ce qu'on puisse justement avoir des retours d'expérience, améliorer, prendre des dispositions pour faire ce qu'on a fait de la sensibilisation et de la promotion auprès des consommateurs. Alors M. Nzi, pour mettre fin à cet entretien, en tant qu'acteur majeur du marché des assurances, quelles sont les solutions que vous préconisez pour justement améliorer ce taux de pénétration qui, comme nous le disions tantôt, reste bas depuis plusieurs années? Tout à fait, tout à fait. Il y a plusieurs enjeux, des axes d'amélioration qui peuvent être envisagés, qui sont en cours d'étude. Aujourd'hui, tout le monde a un smartphone. Donc, il y a par exemple, depuis janvier, la digitalisation qui a été lancée par rapport à la dématérialisation des assurances auto. Mais il y a également un travail... de la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire. D'accord. Également un travail de promotion qui doit se faire au niveau des écoles, au niveau de l'administration, mais également au niveau de tous les acteurs en fait, de l'écosystème privé ou même ivoirien de façon générale. Troisième chose qu'on peut faire, c'est par exemple de rendre obligatoire certaines assurances. Un exemple. Nous sommes 3 millions de ménages en Côte d'Ivoire d'après les recensements. Imaginez qu'on multiplie donc, ces 3 millions par une prime minimum de 100 000 par année. Ça fait, vous voyez ce que ça fait. Deuxième chose, vous avez des élèves qui vont à l'école, ils sont proches de, je crois, 8 millions sur la base des derniers chiffres du ministère de l'enseignement. Si on fait une assurance RC obligatoire, parce qu'il y a des cas d'accidents et tout ça dans les écoles. Donc il y a des branches sur lesquelles on doit travailler pour rendre ces assurances obligatoires. Ça va booster le secteur et ça va permettre d'impliquer tout le monde. Ce n'est pas l'affaire de M. Nzi ou M. Kwadjo ou M. Lo, mais c'est l'affaire de tout le monde. Parce que, qu'on le veuille ou pas, vous serez impacté pendant votre vie par rapport aux assurances, si vos parents ont des assurances. Pendant que vous travaillez,
si vous avez des assurances, et après votre retraite, si vous avez des assurances. D'accord. D'accord. Merci infiniment, Monsieur Herman Nzi. Nous n'avons pas pu éplucher toute la question. En tout cas, on vous dit vraiment merci pour avoir participé à ce décryptage. Je pense qu'il a permis à tout le monde, aux téléspectateurs, à nous-mêmes personnellement, d'avoir, enfin, de lever un coin de voile sur l'activité de courtage en assurance. Amis téléspectateurs, place à un autre invité qui viendra cette fois-ci nous parler de crypto-monnaie. C'est parti. Alors, dans le cadre de la rubrique Crypto Market, nous avons également l'agréable plaisir de recevoir en ce jour M. Fofana Lassina. Il est président directeur général de la société Biwari. M. Fofana Lassina, nous le rappelons, est un expert des crypto-monnaies. Bonjour M. Fofana. Bonjour M. Lo. Comment allez-vous? Super bien. D'accord. Alors avec vous, nous allons voir aujourd'hui les étapes à franchir pour investir dans la crypto-monnaie. D'accord? Alors, la question, elle est toute simple, M. Fofana. Je veux investir dans la crypto-monnaie. Quelles sont les différentes étapes que je dois franchir pour investir efficacement dans la crypto-monnaie? Ben, merci beaucoup à M. Lo déjà de nous donner l'opportunité, une fois de plus, de pouvoir permettre à la majorité des personnes de savoir comment faire les choses de façon pratique. D'accord. Ben, comme tout investissement, jamais vous devez investir dans quelque chose que vous ne connaissez pas. OK. Donc la première chose, c'est de savoir ce que c'est d'abord. Donc se former. D'accord. Parce que nous sommes dans une nouvelle technologie qui n'est pas encore enseignée dans les écoles, dont on en parle très peu. Mais Internet est notre première source d'information. D'accord. La première chose, c'est de se former d'abord. Ensuite, dans tout investissement, il faut se donner des objectifs. OK. D'où je pars, qu'est-ce que je veux réaliser réellement? Exactement. Comme ça va vous permettre clairement de pouvoir demain évaluer est-ce que j'ai atteint ce que je recherchais. Exactement. Donc, se former, se fixer des objectifs. Objectif, d'accord. Ensuite, quand on se fixe des objectifs, absolument, il faut avoir un plan pour réaliser cet objectif. OK. Et ça, maintenant, il faut s'adresser, je dirais, à des spécialistes, sinon avoir la formation qu'il faut. Parce que nous sommes dans un environnement qui est encore nouveau. Le risque est énorme. OK. Le risque est énorme. Il faut avoir les outils pour les gérer efficacement. Sinon, il y a eu trop de dégâts par le passé. Des gens qui sont venus juste, ils ont entendu que telle crypto-monnaie a fait x1000. Donc, eux, ils viennent acheter. Ils ne savent pas ce qui c'est. Ils ne savent pas quel est le risque qu'ils courent. Donc, ça, c'est très important. Il y a beaucoup de volatilité sur le marché des cryptos. C'est le premier risque qui est là. Voilà pourquoi, bon, peut-être dans une autre émission, on va bien détailler cette partie. D'accord. La stratégie d'investissement. Parce que la stratégie d'investissement, en fait, va vous permettre de gérer le risque, surtout, mais aussi de pouvoir optimiser votre investissement. D'accord. Donc, après l'élaboration du plan, le choix de la plateforme. Parce que nous sommes dans un domaine totalement digital. Vous ne verrez jamais de crypto-monnaies physiques comme des billets de banque ou bien des pièces. Donc, il faut installer des applications ou aller sur des sites internet. Okay. Là encore, il faut avoir les outils nécessaires pour pouvoir faire une bonne sélection. Exactement. Étant donné que nous sommes dans le digital, il y a des petits malins qui peuvent en une journée créer des plateformes et les mettre en ligne et par des coûts de publicité, vous attirer et aller y investir. Donc il y a la question de la fiabilité des plateformes. Voilà pourquoi il faut avoir des outils, la formation et l'information nécessaire pour pouvoir savoir quel genre de plateforme doivent choisir l'investisseur. Voilà. D'accord. L'investisseur. Voilà. Donc, ça c'est très important. Surtout au niveau même, je peux dire, de l'aspect fondamental de la technologie qui met en œuvre les crypto-monnaies, à savoir la blockchain. Parce que là, tout investisseur d'abord doit savoir que je n'investis pas forcément dans des actifs numériques, mais plutôt dans une technologie d'avenir qui est la blockchain. Fondamentalement, la blockchain se veut décentralisée.
Mais aujourd'hui, bon, tout le monde n'est pas en mesure de pouvoir gérer, je dirais, le même risque de décentralisation parce que ça a ses avantages, ça a ses inconvénients. On va y revenir probablement dans une autre émission. D'accord. Mais ici, principalement, on a deux formes de plateformes. Il y a les plateformes décentralisées et les plateformes centralisées. Donc, l'usage, le choix de chaque plateforme implique des responsabilités que vous devez avoir. Donc, la formation est vraiment primordiale pour pouvoir faire ce choix-là. D'accord. Ensuite, après le choix, la question maintenant est de savoir dans quelle crypto-monnaie. Parce que, à ce jour, il y en a une panoplie. Il y a plus de 22 000 crypto-monnaies à ce jour qui existent. Mais humainement, c'est impossible que vous investissiez dans les 22 000. C'est clair. C'est pas possible. Donc, il faudrait avoir des critères. Critères de sélection, des critères de choix. Bien sûr. Il y a une dizaine de critères. Peut-être encore dans une autre émission, on va bien détailler cela. D'accord. Donc, il y a des critères bien précis pour pouvoir évaluer aussi la fiabilité et le risque que vous prenez. C'est la même chose, comme je dirais, à la BAVM. Avant d'acheter les actions d'une entreprise, il faut savoir un certain nombre d'informations. Exactement. Le dirigeant, les chiffres d'affaires, ainsi de suite. Pour mener un minimum d'analyse. Bien sûr. Donc ça, c'est important dans le choix. Voilà. La dernière étape. La dernière étape, réellement, ça, c'est l'évaluation. Parce que le marché est beaucoup dynamique. OK. Étant donné que c'est un nouveau marché, donc il y a des informations très rapidement qui peuvent faire changer les choses. Nous sommes actuellement en pleine réglementation mondiale des crypto-monnaies. Donc chaque information peut être source de volatilité énorme. OK. Donc d'adaptation de la stratégie que vous avez élaborée peut-être il y a 5 mois. Et quand vous parlez d'évaluation, il s'agit de quoi? On évalue quoi exactement? Le On portefeuille, Justement. je ne sais pas, qu'est-ce qu'on évalue? On évalue non seulement la performance de votre portefeuille, mais pour moi, ce qui est le plus important, il y a aujourd'hui aux États-Unis des actifs qui sont clairement qualifiés par le régulateur américain d'actifs financiers, alors que c'est des choses qui sont réglementées par la SEC, par exemple. La SEC, c'est quoi? En fait, c'est le régulateur du marché financier américain. OK. Pourquoi j'en parle? Parce que la crypto-monnaie n'a pas de frontières. Exactement. Donc, une décision prise aux États-Unis ou en France peut avoir des répercussions sur votre portefeuille. OK. Ce qui fait donc que vous devez toujours être en mesure de pouvoir, en fait, soit vous débarrasser d'un actif, parce que là, mondialement, il sera banni, ou bien de pouvoir rapidement vous positionner sur un nouvel actif, sinon, vous allez perdre une opportunité, par exemple. Alors, M. Fofana, lorsqu'on a démarré cette interview, vous avez mis l'accent sur la formation. Oui. Okay? Celui qui suit la formation en crypto, au sortir de cette formation, quelles sont les aptitudes qu'il doit avoir normalement? Ben, je peux dire, les aptitudes, en premier, c'est de savoir ce que c'est que la crypto et pourquoi on dit que c'est une révolution. Parce que, je le disais tantôt, on n'investit pas forcément dans des actifs, mais c'est plutôt la technologie sous-jacente. Donc, après la formation, le minimum, c'est de savoir vraiment ce que c'est. Quel est l'avenir? Pourquoi on dit que c'est révolutionnaire? Qu'est-ce que ça vient changer dans notre société? Donc ça, c'est le premier. Le deuxième, ben, avoir la capacité d'analyser les différents projets. Parce que toutes les crypto-monnaies viennent pour résoudre un problème bien précis dans notre société. D'accord. C'est vrai, il y a des crypto-monnaies qui ont été créées juste pour des blagues. Et ben, le buzz a fait que les gens l'ont adopté. Mais aujourd'hui, de moins en moins, on a ce genre de projet. Donc, absolument, la personne doit avoir la compétence de pouvoir savoir le projet, est-ce que c'est fiable, qu'est-ce qu'ils promettent, est-ce que c'est réalisable, parce qu'un projet peut être promis, mais nous tous on sait que ce n'est pas réalisable. Exactement. Voilà. Ensuite, pour ceux maintenant qui veulent aller un peu plus loin dans la formation, par exemple, vont se positionner soit en tant que investisseur simple, c'est-à-dire j'achète les actifs, je garde pendant un long temps, ou bien en tant que spéculateur. Parce que là encore, on a encore des marchés énormes avec des volumes à des centaines de milliards de dollars à jour de volume de trading. Donc, pour ceux qui veulent, par exemple, aller loin en se formant dans le domaine du trading, il y a la possibilité, mais aussi
faire comme les novices, être sûr et investir sur le long terme. Et par exemple, l'analyse des graphiques, l'analyse technique, est-ce que c'est important au niveau de la Pour crypto? ceux qui veulent investir en tant que trader, oui. Parce qu'il y a une stratégie d'investissement dans tous les marchés financiers tels que le Forex ou bien les cryptos qui s'appelle le DCA, le Dollar Cost Averaging. En fait, ça, à cause de la volatilité, par exemple, des prix, parce qu'une crypto-monnaie peut avoir comme valeur unitaire $1. En moins de 10 minutes, elle peut passer à $500 et chuter. Mais si vous, monsieur Lo, vous devez suivre ça, vous risquez d'avoir une crise cardiaque. Parce que vous allez voir fondre votre portefeuille, la valeur de votre portefeuille. Donc, avec la stratégie du DCA, par exemple, ça permet de ne pas vraiment s'occuper du prix et d'acheter vraiment de façon régulière sur un temps que vous aurez défini, en fait. Alors, en guise de conclusion, M. Fofana, comment on se fixe des objectifs en tant qu'investisseur au niveau du marché de la crypto? Comme nous, on aime bien le dire, dans la crypto, il faut investir de l'argent que vous êtes prêt à perdre. On n'investit pas de l'argent en s'attendant peut-être l'argent du loyer, par exemple. On n'investit pas l'argent du loyer. On n'investit pas l'argent peut-être de l'école des enfants. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Donc, votre objectif doit être mesuré vraiment sur votre capacité à abandonner cet argent-là. Ça, c'est un. L'objectif, je dirais, il est personnel. Vous voulez construire un immeuble, l'immeuble coûte 600 millions. Bon, vous vous dites que, bon, sur 5 ans, je vais investir parce que les 5 dernières années, par exemple, il y a eu tel événement. Je tiens à préciser quelque chose. Il y a des événements, en fait, clés qui, en fait, permettent à tout investisseur de pouvoir se fixer des objectifs clairs. Actuellement, en 2024, il y aura un grand événement qu'on appelle le Halving Day. En fait, dans le process de création monétaire dans la crypto-monnaie, chaque 10 ans, la toute première crypto-monnaie qui s'appelle Bitcoin, le nombre de Bitcoin émis chaque jour est divisé par 2. Donc, ce qui crée une rareté. Et la rareté va faire gonfler les prix. Donc, à ce moment-là, tous ceux qui ont tracé leur stratégie, en réalité, le bilan se fera en 2024. Voilà. D'accord. Alors, merci M. Fofana. Le sujet est tellement vaste qu'on n'a pas pu l'éplucher entièrement. Je pense qu'on aura l'occasion de vous retrouver sur ce plateau pour encore creuser davantage sur les différentes étapes à franchir pour investir dans la crypto-monnaie. Merci infiniment, M. Fofana. Et voilà, nous sommes déjà au terme de cette émission. Merci d'avoir répondu présent à ce rendez-vous hebdomadaire des marchés financiers. Tout le plaisir sera pour nous de vous retrouver la semaine prochaine à la même heure pour encore parler des marchés financiers. À très vite, chers investisseurs. Au revoir.